Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs et en direct sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 7 octobre et comme tous les soirs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Médien TV et le hashtag 60MPC sur Twitter. Et sur ce sujet, le sujet que nous allons traiter ce soir, je sais que vous êtes déjà nombreux à nous avoir posé des questions et à réagir. Comme tous les soirs, pendant 60 minutes, nous essayons en compagnie d'experts nationaux et internationaux de comprendre l'actualité et de décrypter, de donner des clés pour mieux comprendre cette actualité, qu'elle soit nationale ou internationale. Les experts qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur le plateau et en direct, je le rappelle, Younes Sayeh, vous êtes ingénieur en maîtrise des risques, expert en assurance, vous êtes désormais un habitué de ce plateau. Bonsoir Younes, merci d'être avec nous. Monsieur Ali Bouallou, vous êtes président de l'association marocaine contre les accidents de la route. Bonsoir. Oui. Et enfin monsieur Abdsadr Nafa, vous êtes chef de division communication et sensibilisation au CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la circulation. 13 d'entre vous, Marocains, périssent en moyenne chaque jour sur nos routes. À fin juin de cette année, le nombre d'accidents avait augmenté de près de 12% par rapport à la même période de l'année dernière. Les modifications du code de la route, le durcissement des contrôles, les campagnes de prévention à répétition ne servent-ils à rien? Est-ce que nous, Marocains, sommes résolument incompatibles avec les véhicules à moteur? Accident de la route, un fléau insoluble, c'est le titre de l'émission de ce soir. Les accidents de la route, un cauchemar au Maroc. Durant les 6 premiers mois de l'année 2015, le nombre des accidents de la circulation a enregistré une hausse de 11,34% par rapport à la même période de 2014. Il a ainsi atteint plus de 35 500 selon les statistiques du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. En revanche, nos routes deviennent moins meurtrières. Le nombre de morts a enregistré une baisse de 0,72% pour s'établir à 1512. Durant la semaine dernière, 26 personnes ont trouvé la mort et plus de 1300 autres ont été blessées dans 1043 accidents de circulation survenus en périmètre urbain selon des chiffres officiels. Les causes de ces drames routiers sont nombreuses: défaut de maîtrise des véhicules, inadvertance des piétons et des conducteurs, excès de vitesse, non-respect de la priorité, changement de direction non autorisé ou sans usage du signal. Et ce n'est pas tout, le non-respect du stop, la circulation au sens interdit et le dépassement non autorisé sont également de grands facteurs d'accidents de la route. Pour ce qui est du contrôle et de la répression des infractions de la circulation, les services de sûreté ont fait état de plus de 29 700 infractions. Chaque année, quelques 4 000 personnes trouvent la mort sur nos routes. Un bilan humain très lourd qui coûte annuellement à l'État environ 14 milliards de dirhams. Bien, vaste sujet, 60 minutes, il en faudra beaucoup plus, 2 minutes pour essayer de décrypter ce fléau, on l'a bien dit, ce fléau. Chacun d'entre nous, chacun des Marocains qui peut nous regarder peut raconter une histoire sur quelqu'un de son entourage, qui soit proche, familial ou proche dans le voisinage, qui ait été victime d'un accident de la circulation. Alors on va essayer de comprendre, de faire parler ces chiffres-là, de voir tous les moyens qui ont été mis en œuvre, les moyens de prévention, l'efficacité des moyens de prévention, pour qu'on puisse comprendre. Et je n'ai pas l'habitude de lire un tweet en début d'émission, mais il y en a déjà un qui me permet de nous mettre en bouche, si vous me permettez l'expression. Malgré tous les efforts déployés, la situation reste alarmante, comme le confirment à chaque fois les chiffres de la Direction générale de la Sûreté nationale. Croyez-moi, en 2070, ce sera toujours pareil. Donc ça, c'est juste pour commencer, pour qu'on ait un état d'esprit que beaucoup de nos concitoyens peuvent avoir. Quand on voit ces chiffres-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Sima Afa, je rappelle que vous êtes du CNPAC et vous vous occupez justement de la prévention des accidents de la circulation. Alors tout d'abord, il faut préciser que ce dossier, le dossier de la gestion de l'insécurité routière au Maroc, demeure bien sûr un dossier complexe. Il est complexe, pluridisciplinaire, même sectoriel, multisectoriel. Il y a beaucoup d'intervenants, donc qui nécessite vraiment une vraie mobilisation. Certes, on a parlé de cette mouvance dynamique, de cette volonté politique pour gérer ce dossier, mener à bien, disons, les indicateurs statistiques. Je peux dire honnêtement que durant les 3 dernières années, on était dans une vision plus ou moins encourageante, dans le cadre où on a pu enregistrer des diminutions aux alentours de moins 8% au niveau des tués, c'est-à-dire on a pu épargner 700 vies humaines. C'est énorme comme effort.
Certes, au niveau de cette année, pour les 4 premiers mois, on était dans cette tendance à la baisse, mais je peux dire, bon, lors de votre reportage, vous avez présenté les statistiques des 6 premiers mois. Je peux même ajouter pour le mois de juillet, on a enregistré malheureusement des augmentations au niveau des 4 indicateurs, que ce soit au niveau des accidents, de tués, de blessés graves, de blessés légers, aux alentours presque de, je dirais, entre 14% et même pour les tués, c'est 4,98, presque 5%. En plus pendant le mois de juillet. Non, les 7 premiers mois par rapport à la même période. Juillet, voilà. Chiffre qu'on a vu, d'accord. Mais je peux dire que c'est la période estivale. Certes, c'était un petit peu spectaculaire avec les accidents qu'on a pu enregistrer, mais la sonnette d'alarme est tirée. Mais il faut avoir, bien sûr, de la persévérance parce que c'est un dossier complexe. Il faut qu'on travaille, qui demande un travail de longue haleine, de la persévérance et bien sûr la mobilisation de tous les intervenants. Ce n'est pas un dossier, disons, purement administratif, hein, c'est-à-dire qui nécessite une décision administrative ou politique, mais tous les intervenants, que ce soit au niveau médiatique, au niveau de l'administration, au niveau des ONG, au niveau de tous les, disons, les intervenants et les responsables, que ce soit au niveau du secteur privé et public, doivent, parce que les indicateurs que vous avez présentés nous interpellent tous. On va voir les interactions qu'il peut y avoir et justement, on va essayer de décrypter ce qui a déjà été fait, ce qui expliquait qu'il y ait pu avoir un optimisme à un moment donné et que ça recommence à repartir à la hausse. Cette fluctuation au niveau des indicateurs nous interpelle parce que ça a une relation étroitement liée au comportement humain. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ça, mais cette fluctuation, c'est dents de scie au niveau des statistiques, nous interpelle tous. Ali Bouhellou, vous êtes président de l'association marocaine contre les accidents de la route, vous représentez la société civile, on parle d'organisation non gouvernementale de la société civile. Quand vous voyez ces chiffres-là, alors déjà, cette association, expliquez-nous, en gros, bon, son titre est très explicite, mais de quelle manière vous agissez ? Disons qu'on est une jeune association. On a démarré en 2013 à la suite d'un accident tragique de 2 jeunes gens ici à Rabat. Une jeune médecin à Rabat au nom de Leila Ouazani a créé une dynamique et beaucoup de gens se sont greffés à cette idée-là et on en est là aujourd'hui. On essaye de faire des actions, mais comme le problème de toutes les associations, on a un problème de finances et de mécénat. On finance les projets nous-mêmes. Donc on est limité, on a beaucoup d'idées au sein de l'association, mais malheureusement on est, comme beaucoup d'autres associations, limité en termes d'action. On n'en fait pas beaucoup, on aimerait en faire davantage. Vous m'avez demandé par rapport à ces chiffres-là. Par rapport à ces chiffres-là. La tendance, elle est la même partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que la seule différence par rapport au Maroc, c'est que le taux de mortalité reste élevé. À l'étranger, le nombre d'accidents continue, mais malheureusement, ils ont amélioré les services au secours des gens qui sont accidentés, etc. Et vous savez très très bien, quand il s'agit d'accidents graves, les premières minutes sont très très importantes. Donc à l'étranger, en Occident, ils ont compris cela. Ils ont développé la médecine d'urgence et tout ce qui va avec. Il y a aussi l'amélioration des routes, parce qu'au fait, le gros chiffre, M. Mahafa le confirmera, le gros chiffre, il est au niveau hors urbain, hors périmètre urbain. Il y a pratiquement 70% de mortalité en dehors de l'urbain. Pareil aussi pour les accidentés graves. Et là, je reviens par rapport à la décision politique. Je ne suis pas forcément d'accord avec Mahafa. C'est une décision politique. Il y a une décision politique à prendre pour... Aujourd'hui, on se permet de faire des autoroutes sans les rampes de sécurité. Je trouve ça aberrant et presque scandaleux, dans la mesure où dans beaucoup d'accidents, on voit des voitures aller de l'autre côté. Alors, ça fait plus de victimes. On va y revenir parce que ça, on reviendra sur les équipements et sur le rôle, parce qu'il y a vraiment, comme vous l'avez dit, c'est pluridisciplinaire, c'est transverse, que ce soit les équipements, que ce soit le comportement des gens, que ce soit les autorités, que ce soit les contrôles. On essaiera pendant ces 60 minutes de voir tout ce qui là où le bas blesse. Younes Sayeh. Alors, Younes Sayeh, c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que vous êtes expert en assurance. Les sinistres, vous les voyez. Les chiffres aussi sont intéressants à faire parler. Il y a les chiffres des tués, il y a les chiffres des accidents qui sont, on va dire, qui font l'objet de procès-verbaux de la part de la police, mais aussi
les accidents qui sont, on va dire, les accidents de tous les jours dans lesquels il y a seulement des constats qui sont mis en place, mais qui sont révélateurs aussi de la manière avec laquelle les Marocains conduisent. Oui, Faisal. Effectivement, nous, à travers le travail de gestion des sinistres que nous menons au quotidien, nous voyons un certain nombre de dossiers de sinistres qui, alhamdoulilah, pour la plupart, n'engendrent pas des blessés, encore moins des morts, mais et qui le sont potentiellement. Et qui le sont potentiellement. Et ça, certains, d'ailleurs, le sont. Mais à travers ces cas de figure, nous avons l'approche analytique de voir quelles sont les causes, puisque systématiquement nous essayons de voir, que ce soit à l'analyse des documents PV de gendarmerie ou police ou PV ou constat à l'amiable, voir un peu quelles sont les causes, quelles sont les raisons, est-ce qu'elles sont comportementales, est-ce qu'elles sont liées à un non-respect, est-ce qu'elles sont liées à un abus, que ce soit l'alcool ou une drogue ou autre, parce que ce sont des causes importantes aussi à faire valoir. Et nous essayons au fil de ces années de comprendre un peu les raisons. Ce sont des cas concrets, donc nous ne sommes pas dans la théorie, malheureusement. Nous bâtissons depuis un certain nombre d'années aussi beaucoup de politiques en termes de formation, d'accompagnement, de sensibilisation, que ce soit sur le safe driving auprès d'entreprises ou avec des associations, en montrant la vérité des accidents, en montrant la réalité sur le terrain de ce que nous vivons malheureusement et qui est un drame. Alors, si Ali tout à l'heure était en train de s'étonner sur le chiffre qui ne baisse pas, et Simafa aussi, effectivement c'est assez désolant et assez, on va dire, désespérant de voir qu'au fil des années, ce chiffre ne baisse pas. On a eu des moments d'espoir quand on fait l'émission et on a tout de suite, en dents de scie, un événement qui vient nous montrer que finalement c'est l'éternel cauchemar qui continue ça c'est un peu désespérant. Il faudrait voir quels sont les axes fédérateurs qu'il faudrait réveiller pour pouvoir attaquer ce fléau multifacette et multicanal et fédérer tout le monde, que ce soit les associations ou autres. Je vais essayer rapidement qu'on fasse parler les chiffres parce que c'est quand même important. Et on est là pour comprendre, donc pour essayer de comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de toute cette médecine d'urgence ambulatoire qui permet de sauver des vies au moment de l'accident ou c'est dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent l'accident où on peut sauver une vie ou pas. Où il y a une décision stratégique à prendre. Je veux juste ramener ça au nombre de véhicules. On va faire un petit distinguo. Je vais prendre la France. On a 38 millions de véhicules. On a quasiment le même nombre de tués. Un peu moins de tués que chez nous. 38 millions de véhicules. Chez nous, nous avons 3 400 000 véhicules. 10 fois moins, quasiment, de véhicules. C'est-à-dire qu'on a 10 fois plus de morts rapportés au nombre de véhicules. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas encore. Ils sont un peu plus civiques que nous. Le vrai problème, Simafa l'a dit, c'est les incivilités qui battent le pavé, si j'ose m'exprimer ainsi. On a une façon de conduire qui n'est pas bonne et il va falloir faire un travail dans ce sens. Nous, au sein de l'association, notre réflexion est très simple. Il faut raisonner comme on fait pour une épidémie générationnelle où on n'a pas du tout appris à bien conduire. Il faut se dire, voilà, stop. Arrêtons cette hémorragie générationnelle et travaillons à la base pour produire de futurs conducteurs responsables qui vont d'abord se respecter, parce que vous le voyez bien sur la route, il n'y a aucune courtoisie, les gens sont pressés, et aussi respecter l'évolution des usages de la route. On le voit bien, il y a maintenant des couloirs pour les motos et les vélos, mais ces couloirs ne sont pas... Oui, mais ils ne sont pas forcément respectés. C'est un très mauvais démarrage, vous voyez. Donc c'est vraiment un problème de civisme que nous n'avons pas et qui se répercute sur notre façon de conduire. On ne respecte pas mal de codes dans notre pays, et celui-ci en particulier, malheureusement. Et c'est ce qui donne justement ces chiffres Alors, essayons d'aller sur les différents compartiments, parce que vous, au CNPAC, vous vous occupez de la partie prévention.
Hein, encore une fois, de la partie prévention, à travers des campagnes de prévention. On expérimente à chaque fois une manière de faire passer le message. Il y a des festivals de films de la prévention routière qui ont lieu, etc., pour voir de quelle manière ça impacte. Je vous pose la question très concrètement. Vous n'avez pas un métier extrêmement difficile? Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Je ne peux pas partager, disons, cette idée, dans la mesure où la communication, en tant qu'axe, c'est un axe stratégique. Vous avez eu la gentillesse de nous parler des axes. Il y a des orientations stratégiques, il y a des axes d'intervention, partant de la coordination, de la formation, de l'infrastructure, et j'en passe jusqu'à la communication sensible. C'est un axe d'accompagnement. Donc n'importe quelle, disons, stratégie de gestion de la sécurité routière, on ne peut pas faire sans communication, et bien sûr, c'est une chaîne. Nous, dans le cadre de notre intervention préventive, il y a tout un plan de communication, mais qui puise ses fondements dans le cadre de ces orientations stratégiques. Le dossier de sécurité routière, et je partage l'idée évoquée par M. Bellon, c'est que c'est un dossier purement scientifique. Et on essaie d'être les plus scientifiques dans notre démarche et dans notre approche, en se basant en premier lieu sur des études et sur des indicateurs. On aura l'occasion peut-être de vous donner quelques chiffres et quelques des indicateurs concernant le mesurage et des indicateurs comportementaux des usagers de la route. Juste pour vous dire que notre plan de communication, c'est un plan qui s'inscrit dans le cadre de cette démarche. Et certes, et ça reste, disons, un volet d'accompagnement, certes, avec bien sûr le contrôle, avec l'infrastructure, avec la formation des conducteurs professionnels, avec bien sûr le secourisme et la prise en charge des victimes des accidents de circulation, et j'en passe. Donc c'est une composante, la communication, c'est une composante dans une vision stratégique globale, et bien sûr on ne peut pas faire autrement. Certes, vous avez dit comme quoi qu'on essaye un petit peu de faire l'expérience à travers un certain nombre d'approches et de visions. La communication, ce n'est pas une science exacte, mais on essaye de se baser sur des indicateurs scientifiques pour qu'on puisse bien sûr véhiculer des messages, bien sûr impacter le comportement des usagers de la route, tenant en compte la diversité, parce que c'est hétérogène, l'espace routier c'est hétérogène en matière de cible, en matière disons par tranche d'âge, par un certain nombre d'indicateurs que nous prenons en considération. Donc notre démarche, elle se base sur ces indicateurs. Et je peux vous assurer que, certes, c'est un volet qui demande de la persévérance. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Oui, et bien sûr... je vous plains, parce que vous devez être persévérant. C'est-à-dire que vous avez vu ces tendances-ci. Et on ne peut pas dire comme quoi que la communication... Et on n'a jamais dit comme quoi que la communication à elle seule peut impacter les comportements, mais dans un cadre global et en cadre général. C'est bon. Il faut commencer à la base. Il faut commencer au niveau de l'école primaire. Il faut que... vous savez, un enfant, c'est comme une pâte à modeler, on le modèle comme on veut. Si on lui inculque des civilités, il restera sur sa civilité toute sa vie. Et le code de la route en fait partie. Et c'est ça c'est une stratégie à long terme et qui donnera ses fruits par rapport au bon usage. Pour revenir à la stratégie, et ça c'est l'échange et le débat que j'ai avec les gens du CNPAC à chaque fois, il nous faut un objectif chiffré en termes de morts, j'aime pas prononcer ce mot, ou de vies sauvées plutôt. Il faut s'inscrire dans la décade des Nations Unies. Vous savez qu'à partir en 2010-2011, les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, qui gère le dossier de la sécurité et la prévention routière, 2020. Voilà, ils ont instauré la décade 2011-2020. Et ils se sont dit, voilà, on va essayer de sauver 5 millions de vies d'ici 2020, sachant que... Il faut rappeler qu'il y a 1,24 million de morts dans les accidents de la circulation dans le monde. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors sur une dizaine d'années, ça fait à peu près 13 millions. Et si on rapporte ça au Maroc, logiquement, en 2020, sur la base des chiffres des Nations Unies, on devrait arriver à 2008-2009. C'est le chiffre français à peu près. Hein. Il faut qu'on instaure ce chiffre-là comme objectif. Aujourd'hui, on n'a pas un objectif chiffré. Et je pense que par la suite... Ça aussi, ça fait partie des échanges qu'on mène avec le CNPAC. Je pense qu'il faut une approche par région. Et plus que cela, vous allez me dire encore un autre organisme, oui, il faut un conseil national consultatif pour la prévention routière dans lequel il y aurait aussi bien les bâtisseurs, ceux qui font les routes, que la société civile, que les experts, etc., pour
qu'il y ait une communauté community of practice, comme on dit, communauté de pratique pour l'échange de points de vue, etc. Parce qu'aujourd'hui, de mauvaises routes sont vraiment une cause aussi de beaucoup, en intra-urbain, quand il y a des nids de poules, etc., il y a des évitements, et quand on évite, quand une moto ou c'est d'autres usagers qui sont touchés, etc. Alors justement, excusez-moi, juste sur les causes, on met tout le temps l'élément humain dans, on va dire, la grande majeure partie des cas. On a l'insouciance des piétons, on a l'état des véhicules, et après, on a l'état des routes. Est-ce que ces chiffres-là, d'un point de vue, là je m'adresse à l'expert en assurance, est-ce que c'est crédible? Moi, c'est assez... je vais citer, si tu me le permets, une anecdote qu'on a vécue il y a un certain nombre d'années. C'était un 18 février, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait organisé une des journées avec le CNPAC, à l'époque c'est Saribi, etc. Et j'avais invité quelqu'un qui venait de Belgique, de la sécurité routière belge, et il m'avait dit un truc assez marrant, il m'avait dit « Heureusement que vous avez des routes défoncées ». Je m'a fait rigoler au départ, j'ai dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit parce qu'avec vos habitudes de conduite, avec l'insouciance des gens, avec les excès de vitesse et le non-respect, des ralentisseurs naturels, heureusement que vous n'avez pas des routes aussi qui permettent de rouler librement comme on en a en Europe. Et j'ai trouvé ça au départ un peu limite, mais en réfléchissant, effectivement, il avait quelque part raison. L'infrastructure routière est une cause, certainement. Mais même les évitements ou les ralentisseurs dont vous parliez ne peuvent pas causer des accidents. Ils causent des accidents, ils peuvent causer surtout des détériorations et de l'affaiblissement des structures porteuses d'un véhicule. Dites à un euro qui a un gros nid de poule qui arrive si c'est pas dangereux. Mais bien sûr que c'est dangereux. Mais là on est sur les gros sujets, on est sur la mort, on est sur les choses. Nous, pour revenir à ce que vous avez dit, Sibou Ali, tout à l'heure, sauver les victimes sur la route, il y a peut-être des victoires rapides à obtenir. En termes de nombre de morts, en termes de nombre de morts. Et ces victoires, elles sont directement liées à la manière dont sont secourus les gens. Oui. Elles sont liées au fait qu'aujourd'hui, on ait encore la contrainte que ce soit la protection civile qui vienne vers les gens et qu'elle les achemine dans les urgences étatiques de CHU, etc. C'est quelque chose qui n'est pas encore au point. Les temps d'intervention ne sont pas bons. Les moyens d'intervention ne sont pas bons. Et je sais de quoi je parle. Oui, tout à fait. Si vous permettez, je reviens juste par rapport au nid de poule. Et on le remarque tous dans nos villes. Chaque année, on a des nids de poule à la première goutte de pluie, on la colmate. Et l'année d'après, la même chose. Les mêmes nids de poules refont surface. Ouais, ça c'est un autre débat, on peut avoir le ministère de l'équipement là-dessus. Mais non, mais ma réflexion est la suivante. Ma réflexion est, est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce qu'on ne sait pas faire? On n'a pas le bon bitume? Est-ce qu'on a un problème de conducteur de travaux, d'ingénierie? C'est quoi le vrai problème? Pourquoi on en est là? Pourquoi la question, on en prend franchement, moi, il y a est-ce qu'on ne sait pas faire les routes? C'est votre question. Voilà, un quartier Ainsbeh, où c'est le fleuron économique du Maroc, où il y a des cratères incroyables. Les gens payent leurs impôts et ils n'ont pas forcément les meilleurs d'eau. Alors que dire du reste du Maroc? Vous voyez? Donc je pense qu'il y a une prise de conscience importante par rapport à cela. Il faut qu'on arrive à faire qu'on ait le bitume avec la bonne consistance, avec le bon pH, il y a des termes techniques pour ça, pour qu'on ait des routes conformes et c'est cela qui va permettre de baisser le nombre d'accidents. Et surtout au milieu, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je veux préciser, c'est ce qu'a dit M. Valeux, c'est correct, c'est vrai, et je partage l'idée, c'est qu'en milieu urbain, c'est inadmissible qu'on enregistre disons, des taux de mort et de sinistralité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre dans des villes. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver le chiffre de Casa. Casa, je pense qu'on est à 212 morts. 212. Oui, voilà. Là. 212 morts à Casablanca en 2014. Comment on peut mourir dans Casablanca intramuros avec la circulation? Juste pour vous dire, c'est qu'en milieu urbain, plus de 80% des usagers vulnérables sont morts en milieu urbain, c'est-à-dire les piétons et les usagers de la route. C'est inadmissible. Certes, il faut, ça nous interpelle en tant qu'indicateur, ça nous interpelle en tant que responsable. Il faut bien sûr travailler sur et creuser davantage pour avoir une bonne infrastructure en milieu urbain.
Bon, c'est peut-être le rôle des collectivités locales. Il n'y a qu'à décortiquer les raisons pour lesquelles on a des morts dans les villes et voir que souvent, ce sont des non-respects d'endroits où on traverse, ce sont aujourd'hui encore un manque de passage piéton, un manque de civisme. Les gens, moi je vois le désarroi dans lequel se trouvent des Européens ou même des gens qui viennent d'autres villes, parce que je sais qu'au nord du Maroc, on respecte un peu quand les gens traversent. Et ici, les gens spontanément s'élancent à traverser et on ne s'arrête pas. Et plusieurs fois. Donc on a des gens qui se font écraser. C'est lamentable. Parlons des vulnérables, parce que c'est vrai qu'on va essayer vraiment de contenir pour qu'on puisse aborder tous les sujets et surtout les sujets qui fâchent. Parce qu'il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les plus vulnérables sont les deux roues, qui sont les plus grandes victimes en termes de... Et les piétons. Voilà. Le casque. Parlons du port du casque. Alors, port du casque, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Sensibilisation, code de la route qui le prévoit. Et vous allez dans la rue, on peut sortir tout de suite. Je vous défie de me compter le nombre de vélomoteurs ou de motos qui portent des casques ou des casques réglementaires. C'est pas des casques qui ressemblent à quelque chose. Alors, quand vous nous dites tout à l'heure, il y a une sensibilisation, et vous nous dites c'est transverse. La sensibilisation, est-ce que se fait aussi au niveau des autorités qui sont là pour verbaliser ce genre de choses? Bon. Au niveau de la prévention, au niveau du Comité national de prévention de la circulation, on a même organisé plusieurs actions ciblant cette catégorie, cette cible qu'est les conducteurs de deux roues. On a même distribué gratuitement des casques homologués. Le problème, ne réside pas est-ce qu'on met le casque, mais quel type de casque et la manière de mettre le casque. On a mené plusieurs études qui ont démontré comme quoi il y a un travail énorme, tant au niveau, certes, de la prévention, de la sensibilisation, qu'au niveau du contrôle, parce que c'est étroitement lié. Même, je peux même rebondir et dire... On voit des usagers avec des bombes d'équitation et des casques de chantier. Des casques de chantier, même des ballons coupés. Des ballons coupés en deux avec un élastique. Vraiment, c'est inadmissible. Parce que, d'après les études scientifiques, une fois l'accident est survenu, disons, le conducteur, c'est 9 sur 10. Il tombe, c'est traumatisme crânien. Donc, c'est la mort inévitable. Au niveau des indicateurs comportementaux, je peux même vous, bien sûr, signaler qu'au niveau du manque le temps d'arrêt, au niveau le non-respect du stop, on a pu enregistrer un indicateur énorme, c'est 72,5% qui ne respectent pas le stop. Nous avons également, au niveau de la ceinture de sécurité, plus de 35% qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Aux alentours de 50% qui ne respectent pas la priorité et bien sûr le carrefour giratoire. Donc ce sont des comportements non conformes au code de la route et qui démontrent... Mais c'est un code de la route. C'est une loi. Oui, ce sont des règles. Je vous pose la question. Alors, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Je ne suis pas en train de jeter la pierre aux autorités. Mais il y a quand même des agissements sur le casque. C'est ce qu'il y a de plus visible. Est-ce qu'il y a un moment, vous, quand vous faites de la prévention, c'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a, on va dire, un axe au niveau des autorités, des agents de la circulation qui font ce travail sur le terrain tous les jours? Alors, d'abord, parlons des motocyclettes et ce qu'elles représentent et qui sont une population extrêmement accidentogène et cible d'accidents. Alors on reviendra, je suis obligé de vous couper, c'est la pause, on reviendra sur bien sûr ces éléments, on verra aussi les impacts de la prévention et le type de messages qui peuvent être, on va dire, impactés de manière claire le comportement des gens. On se retrouve dans quelques instants. Accident de la route, un fléau insoluble. Je vous l'avais dit que 60 minutes, ça allait être un peu court pour essayer on va pas essayer de régler le problème, mais en tout cas essayer de mieux comprendre et de faire parler les chiffres. On essaie de le faire en tout cas. Revenons sur les deux roues. On a parlé des casques, de la sensibilisation. Les deux roues, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. On en a énormément. On en importe 200 000 par an. On en importe 200 000. Et ce sont les plus vulnérables. Et aujourd'hui, on a beaucoup de véhicules des deux roues qui sont en dessous de 50 cm3 qui ne nécessitent pas de permis. Est-ce que ça, c'est un axe aussi? Vous parlez d'axe transversal. C'est totalement aberrant d'avoir toute une population, comme je disais tout à l'heure, cible d'accidents et qui sont très sujettes à cette population très sujette aux accidents et aux aléas et qui ne nécessitent
elle n'est pas sous aucune contrainte par rapport à un prérequis, un savoir-faire, une connaissance du code de la route. Ils se sentent un peu à l'écart de la circulation, comme disait Mafa, et donc ils peuvent commettre un certain nombre d'abus en termes de griller les feux, les stops, etc. Quel que soit le moyen de protection qu'ils portent, les casques ou autres, ils ont toujours l'impression que c'est pour un passe-droit, alors qu'il y a une prise de conscience pour savoir qu'il s'agit quand même de leur tête qui est à l'intérieur de ce casque. Il y en a qui n'ont pas des moyens de transport, mais quand on voit un couple à moto où il y a juste le conducteur, voire éventuellement son épouse qui a un casque et 2 enfants, un devant, un derrière, qui sont accrochés, ce sont des choses qui sont totalement incroyables. Et donc, est-ce que nous, on continue pas, pour des raisons sociales, parce que je sais qu'on parlera tout à l'heure des triporteurs et autres, on continue à permettre certains abus qui sont au final la vraie cause de beaucoup de dépassements et beaucoup d'erreurs, et aussi beaucoup d'accidents. On permet des erreurs, on permet des exceptions qui deviennent génératrices d'événements et d'accidents. C'est beau, Elon. Je pense qu'il faut, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, les couloirs pour ce type de véhicule, il faut absolument le généraliser un peu plus. Et malheureusement. Et vous croyez que c'est le problème? On en est. Est-ce que le couloir, c'est la solution aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une régulation très claire? Lorsqu'on parle des 2 roues, on a parlé d'immatriculation. On sent que c'est extrêmement difficile à mettre en place. On va parler des triporteurs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses basiques à mettre en place? Ce couloir-là, c'est pour leur indiquer que c'est leur place et les reconnaître. On parlait de reconnaissance tout à l'heure. Et parce qu'on le voit très bien que des fois, au lieu qu'ils se mettent sur la droite, ils sont sur la gauche et ils gênent, très souvent, ils gênent le démarrage des véhicules, etc. Et ça crée des fois quelques problèmes au niveau de la circulation, voire des accidents. Donc il faut vraiment généraliser ces couloirs et bien évidemment la sensibilisation et faire en sorte à avoir un casque homologué, une entreprise spécialisée, faire des contrats avec des entreprises pour un casque en bonne et due forme, pour généraliser cela et qu'on ne soit pas comme dans une république bananière. Le problème des casques homologués, on fait beaucoup d'actions dans les entreprises et avec les sociétés, que ce soit pour les compagnies d'assurance ou directement. On avait essayé de faire, il y a 2 ans à peu près, une action où on allait apprendre un peu les principes du code de circulation aux motocyclistes et leur offrir un casque homologué. Alors, on ne va pas parler des chiffres, mais le premier prix des casques homologués est à pratiquement, si je ne me trompe pas, 5 à 6 fois les casques qu'on trouve qui viennent un peu dans des containers un peu partout. Le prix d'entrée, on peut le dire, est à peu près à 250-240 dirhams pour un casque non homologué. Pour un casque homologué, homologué. Entrée de truc. Entrée de gamme. Entrée de gamme. On peut en trouver rarement, mais je sais que ceux qui ont été homologués, on a des prix, je parle sous votre contrôle. Là, alors, on va parler... Mais la vie n'a pas de prix, c'est-à-dire la distribution des casques, mais ils doivent être homologués. Juste une petite idée dans cette perspective, et dans cette optique, c'est qu'il faut dire que les conducteurs de 2 roues, en général, d'après, disons, les campagnes qu'on a menées, et d'après même les études d'accompagnement, des études scientifiques, on a trouvé que cette catégorie, la majorité, ils ne se sentent pas en tant qu'un élément qui appartienne à ce système routier. Ils disent peut-être que la route elle est faite pour les conducteurs de véhicules, et ça c'est dangereux. Et bien sûr, il y a l'autre aspect, c'est la banalisation du risque. La banalisation du risque, bien sûr, avec leur représentation. C'est un gros travail de sensibilisation. Oui, on regarde un sujet de Manal Al-Khadari, on parlera de l'impact des campagnes de prévention routière. La lutte contre les accidents de la route, une priorité pour le Royaume. Le gouvernement adopte une stratégie nationale qui repose sur plusieurs axes. Coordination, législation, contrôle et sanctions. Ce sont les mots-clés de la vision de l'exécutif. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique compte former les chauffeurs, réformer l'examen du permis de conduite et améliorer les infrastructures routières. Il veut également développer les soins dispensés aux victimes des accidents de la circulation. Le département de tutelle parle de plan stratégique, car le nombre de décès et de blessés enregistre des baisses continues depuis 3 ans. La communication, un axe indispensable pour concrétiser les programmes du ministère de l'Équipement.
Communication, médias et digital et communication directe, des outils sollicités pour sensibiliser les usagers de la route. Ils sont exhortés à respecter les règles de la circulation et à adopter des comportements positifs conformément aux prescriptions de la sécurité routière. Pendant la période estivale 2015, le Comité national de prévention des accidents de la circulation a adopté un plan de communication. Sensibilisation sur les autoroutes, action au niveau des gares routières et des ports et démonstration des véhicules accidentés. Pour rappel, le secteur du transport est inclus dans la stratégie nationale anticorruption. Selon des chiffres de l'instance centrale de prévention de la corruption publiés en 2011, les cas de corruption concernent le contrôle, l'assurance, le contrôle technique et le permis de conduite. Alors, on va parler de la prévention et des campagnes de prévention et de leur impact. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Younes El, sur on va dire les dérogations de fait qui existent, que ça soit sur cette population de vélomoteurs qui sont sur les routes et qui se sentent exclus complètement du système routier, finalement. On va parler des taxis blancs aussi et du rôle des assurances dans ce genre de choses. Est-ce que vous mettez à contribution les assurances? Je donne juste un exemple très simple. Je reprends les taxis blancs qui ont une utilité sociale indéniable et une utilité de transport indéniable, mais qui sont à ma grande surprise, je l'ai découvert lors d'un barrage de police avec un policier avec qui j'ai discuté, qui a arrêté un taxi blanc, qui m'a sorti son attestation d'assurance, et j'ai découvert qu'un taxi blanc avait été assuré pour 7 personnes, plus le chauffeur, dans son véhicule. Comment, aujourd'hui, lorsqu'on fait des campagnes de prévention, avec un code de la route, qui montre aux gens qu'il faut avoir un certain comportement, mettre la ceinture de sécurité, on a des dérogations de ce type, et de quelle mesure ce type de dérogation ne fausse pas le message que vous essayez de faire passer en tant que comité de prévention? Peut-être je vais laisser la parole, parce que ça concerne... Partie assurance et partie prévention. Non mais parce qu'il y a des choses qu'il faut poser sur le tapis. Et je pense qu'on avait même abordé cette question à la radio une fois. Le fait que les taxis blancs transportent 7 personnes plus chauffeurs, c'est une réalité. C'est une réalité quotidienne que nous voyons. C'est un moyen qui est admis même par les autorités qui passent. Qui est admis parce que c'est encore une fois pour des raisons économiques un moyen, en tous les cas sur des grandes villes comme Casablanca, qui a son efficacité, qui permet d'acheminer rapidement des gens à moindre coût, etc. Et il n'est rentable que si le véhicule transporte un certain nombre de personnes. C'était une pratique qui a commencé il y a longtemps et qui demeure. Alors, au départ... On a quand même certains... Juste la confirmation, on a certains taxis blancs qui transportent 4 personnes devant. Le chauffeur plus 3 personnes devant, avec une personne à gauche. Mais bien sûr. Alors, les assurances, moi je me positionne pas en défenseur, mais le rôle de prévention est joué tous les jours. Il y a des contrôles pour les parcs, pour les entreprises, où les actions de prévention, les actions de contrôle, les actions d'interdiction, même d'assurer un certain nombre de parcs, sont faites. Il y a aussi tous les aspects de réforme, parce qu'il faut savoir qu'un véhicule qui a subi un sinistre, on peut le réformer techniquement, c'est-à-dire que l'expert peut lui interdire de continuer à rouler au lieu de rester un engin de la mort ou potentiellement un engin qui occasionnerait un accident mortel. Qu'allaient faire les compagnies d'assurance par rapport aux personnes transportées dans un taxi blanc où à la base c'était une attestation d'assurance qui prévoyait 5 personnes éventuellement comme pour un véhicule normal. Véhicule de tourisme. Exactement. Donc on s'est rendu compte que ce véhicule transportait 7 personnes plus chauffeur. On a eu, nous, au cabinet, des cas de taxi où il y a eu 100% de morts. Et tout le souci derrière de qui on indemnise, vous imaginez. Donc derrière, il y a eu une espèce d'adaptation comme si demain on assurait les triporteurs, parce qu'on va se dire... Je me retourne vers le CNPAC. Voilà un exemple concret où la loi, le code de la route est violé, de manière régulière et tous les jours, où les assurances adoubent finalement, parce que c'est une assurance obligatoire, donc sans assurance, le taxi ne pourrait pas rouler. Lorsque vous parlez de message transverse, vous délivrez un message. Comment est-ce que ce message peut arriver si d'autres personnes ne sont pas concernées? Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'en quoi que ce dossier il est complexe, avec bien sûr, qui nécessite vraiment des réformes, et des réformes concrètes de base.
l'exemple que vous avez la gentillesse de nous dire, au niveau des grands taxis, oui, au niveau de la vistitude, il faut renouveler, réformer, bien sûr, parce que c'est inadmissible, encore une fois, de voir des taxis qui dépassent les 40, 50 années et qui circulent, au niveau de... On les connaît, mais le problème a toujours été par comment les remplacer. C'est encore un problème d'actualité. Oui, c'est un problème qui aujourd'hui, nécessite... comme vous l'avez remarqué, il y a une tentative sur un autre véhicule, mais on voit tous qu'il vieillit beaucoup plus vite que... Alors, je vais quand même dire quelque chose de positif par rapport à ce taxi-là. Oui. En tant qu'usager de la route, pardon, j'ai ma voix qui est enrouée. Bizarrement, ce sont les seuls qui vous laissent passer, qui sont courtois sur la route. Et je n'arrive pas à m'expliquer cela. Très souvent, ils ont... À Rabat en tout cas. Je parle de Rabat. Je suis un usager de la route à Rabat. Ils sont vraiment très courtois sur la route. Et ça parce qu'ils le font entre eux, etc. Et bon, il y a le reste. Est-ce que ça donne le bon exemple? Moi, la question, elle est là pour voir au niveau de on a la prévention, qui est un métier difficile, j'imagine extrêmement difficile. Lorsqu'on a des exemples comme ça, des dérogations, est-ce que ça ne fausse pas le message? J'ai un sujet aussi qu'on aborde. Quid du contrôle, ça c'est un tweet qu'on a reçu, quid du contrôle des triporteurs qui pullulent à Casablanca pour faire le transport des personnes. Alors, quand on dit qu'on a des stratégies, quand on dit qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'on a des plans, bon, on peut comprendre qu'on essaie de régler le passif, mais lorsqu'on laisse arriver des nouveaux entrants avec des nouveaux types de véhicules qui ne respectent qui n'ont pas d'homologation, enfin je vais vous poser la question, est-ce qu'ils ont une homologation ces triporteurs? Est-ce que ça fait partie aussi de votre, vous l'intégrez dans votre manière de concevoir vos campagnes de communication? Le problème des triporteurs a été réglé, je pense, au niveau, disons, des lois et des dispositions réglementaires. Sachant au niveau de l'immatriculation en premier lieu. Pas encore. Non, ça a commencé. On a même mené une action de communication. Il y a même des délais à respecter pour que les triporteurs soient immatriculés, au moins pour qu'on puisse savoir ces gens-là qui roulent. Et bien sûr, au niveau de la loi, je ne peux pas imaginer qu'un conducteur triporteur c'est un engin au-delà de 50 cm3 et qui n'a pas son permis de conduire. Donc, c'est une aberration qu'il faut bien sûr... Est-ce que ces triporteurs sont homologués pour transporter les personnes? Mais pas du tout. Non, pas le transport des personnes, c'est illégal. Alors, c'est interdit. Ces engins ont commencé à arriver parce qu'ils avaient une utilisation... C'était un cas social. Social. Moi, je me rappelle très bien. J'avais fait une expertise à l'époque des engins qui étaient prévus pour transporter ou des box frigorifiques, ou alors des box, ou alors des petites plateformes pour les marchandises, et permettre d'avoir une activité génératrice de revenus pour certaines personnes. Après, on a commencé à partir sur des abus jusqu'à arriver à des espèces de Mad Max avec une coquille où on installe 10 personnes. En tous les cas, à Casablanca, ça pilule de ces engins et l'utilisation la plus fructueuse et celle qui est donnée le plus souvent, c'est l'utilisation des usagers, des gens. Alors, pas de connaissance du code de la route, je ne sais pas quelle homologation on peut avoir pour transporter ces gens, mais en cas de renversement, c'est garanti d'avoir un maximum de morts. Alors, question de niveau assurance, parce que ça c'est aussi un côté, est-ce que ces gens-là sont assurés? Si jamais il leur arrive quelque chose, les triporteurs qui transportent des gens, s'il y a un accident, est-ce qu'ils sont assurés? C'est pour ça que je te fais la parallèle avec les taxis. Si demain une compagnie d'assurance crée une assurance pour ça... Et c'est possible. Et ça ne serait pas une mauvaise chose, parce qu'il vaut mieux suivre un abus parce qu'on n'y peut rien et réfléchir à protéger des vies humaines que dire ben oui, on n'y peut rien. Et c'était le principe de l'évolution de l'abus des 7 places sur les taxis. Est-ce que le débat, il n'est pas là, finalement? J'ai essayé d'amener cette discussion sur ces points qui sont des dérogations. Est-ce que ce débat, il n'est pas là? Est-ce que la prévention se fait sur une population et une autre? Non. Au nom du social, il y a des éléments sociaux qui sont compréhensibles et qu'on comprend. On a une population qui n'a pas les moyens de se transporter, qui a besoin de types de transport peu chers. Est-ce que finalement, on va continuer à naviguer à 2 vitesses, voire 3 vitesses? La loi existe, la loi 5205 existe, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a les délits, les sanctions, etc., toutes les dispositions liées à la... Et elle est mise à jour à chaque fois. Le CNPAC, je crois, vous ne rentrez pas dans le... Vous n'êtes pas le législateur, vous êtes uniquement la prévention et vous proposez, je pense, des mises à jour du texte, c'est ça? Nous sommes une force d'utilisation, mais au niveau de tout ce qui est message de prévention, c'est-à-dire
que ce soit au niveau des spots de sensibilisation, au niveau même de nos émissions en partenariat avec l'ensemble des stations radiophoniques publiques et privées, on traite ces sujets et bien sûr on dit la réalité. Il ne faut pas qu'on cache la réalité. Il faut qu'on sensibilise les usagers comme quoi que c'est illégal. Je voulais continuer l'idée. Mm-hmm. C'est juste pour dire au fait qu'il y a quelqu'un qui fait les lois. Il faudrait que les gens qui sont censés appliquer cette loi le fassent, tout simplement. Et il ne faut pas qu'il y ait d'exception. Parce qu'au fait, l'exception ferait la règle à ce moment-là. Et on serait justement devant une montagne. Mais l'extraordinaire travail que fait le CNPAC, et que je remercie parce que je les connais depuis un certain nombre d'années, et il y a eu des campagnes fabuleuses. La campagne avec la voiture accidentée dans les stations-service sur les routes. C'est la campagne de la pastèque. La pastèque, etc. Il y a un travail fabuleux qui est fait. Maintenant, vous, il faut qu'autour de vous et autour des associations et tout, il y ait une espèce d'homogénéité et d'étanchéité pour pouvoir travailler. Si les lois ne suivent pas, si on permet encore des abus, si on permet des dérogations, vous avez la main liée, tout le monde a la main liée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on va avoir des abus, genre les triporteurs ou autres? Eh ben, on n'y peut rien, et ce sont ces tâches-là qui vont un petit peu lester le travail. C'est pour ça que j'ai dit que ce sujet-là, ça nous interpelle tous et ça demande l'implication de tous les intervenants, notamment les professionnels. J'ai beaucoup de tweets, je peux pas tous les lire, mais juste sur Kalem Rellab, lorsqu'il était au ministère des Transports, nouveau code de la route en 1er octobre 2010, il y a eu un vrai ressenti. Le mois suivant l'application du nouveau code, premier trimestre. Même le premier jour. Bon, c'était un psychologique. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas raté le coche? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait pu se dire, tiens, on tient le bon bout. Est-ce que finalement on n'a pas laissé filer dans l'histoire du Maroc, je pense que octobre 2010 et les jours qui ont suivi, peut-être même le même trimestre comme disait Ali, c'était la véritable baisse des chiffres avec les gens qui sortaient en disant qu'est-ce qui va nous arriver si on commet telle infraction. C'était extraordinaire de l'ordre de 40%, moins de 40%. Alors après on constate que finalement... C'est énorme. C'est énorme. Oui, je me rappelle, à cette époque je faisais des émissions pour parler du code de la route, pour expliquer le permis à points, etc. Et les gens appelaient, ils étaient vraiment inquiets de se dire qu'est-ce qui nous arrive si jamais on nous prend nos points et nous prend nos permis. Et derrière il y a eu une espèce de relâchement. On se dit finalement c'est la même chose, on revient aux vieilles habitudes, on revient au contrôle n'importe comment, on revient... Oui, mais je vous interromps, c'est pourquoi cela? Parce qu'au niveau des sanctions, elle va de 700, je ne veux pas jouer votre contrôle, de 700 à 1400 dirhams. Et c'est appliqué à toutes les classes sociales. Ça n'a aucun sens, voyons. Moi, je pense qu'il faut... J'ai beaucoup de tweets sur la corruption qui nous parlent des sanctions. Oui, mais ça, j'ai une idée par rapport à la corruption. Mais par rapport à ça, je finis ici, si vous permettez. Il faut peut-être revenir et appliquer les contraventions en fonction des classes sociales, bien évidemment. Et qu'il y ait un champ supplémentaire dans les bases de données pour définir sur la carte grise ou sur le permis le niveau social de l'usager. Mais on ne peut pas... Non, mais il y a une attestation de travail, tout simplement. On ne peut pas appliquer ces prix-là à des chauffeurs de taxi, à des conducteurs de deux roues, etc. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui a fait que, au bout d'un moment, on a réagi, on s'est dit, ah, il y a un problème, ça ne peut pas suivre, etc. Si on prend le même texte, en le mettant à jour et en mettant des contraventions raisonnables et réalistes, je pense que ça aura de l'effet. Je pense que... Peut-être, mais déjà ces contraventions étaient suffisamment dissuasives pour permettre aux gens... Personne n'a envie de payer 700 dirhams, surtout s'il est récidive ou autre. Après, c'était tout le contrôle. Il y avait une promesse autour des contrôles, des radars, d'une infrastructure qui allait s'installer par rapport à... Je vous interromps. Est-ce que c'est légitime de mettre un radar alors que la route n'est pas bonne? Moi, je vois par exemple à Rabat... Mais il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Non, je sais bien. Moi, je continue à aller un peu... L'usager de la route paye comment on appelle ça, la vignette, qui n'existe plus dans d'autres pays, n'est-ce pas? Il faudrait que cela se répercute sur la qualité. La route n'est pas bonne et vous me faites des radars, etc. Donc l'usager, peut-être, il sera... Juste pour faire le lien avec les équipements, parce qu'on a parlé des équipements, mais où est-ce qu'il y a le moins d'accidents, finalement? Sur où est-ce qu'il y a le moins d'accidents?
sur les autoroutes. Non, la mortalité, c'est sur les autoroutes, bien évidemment, en dehors du périmètre urbain. Là où il y a de la vitesse, l'excès de vitesse, on enregistre disons, des accidents mortels. En agglomération, malheureusement, on enregistre des accidents mortels dus à la vitesse. Juste une idée, si vous permettez, au niveau de cet impact psychologique juste après, disons, la mise en œuvre du Code de la route lors de l'année 2010, octobre, c'était naturel parce que tous les gens, ils disent que c'est un soubassement juridique nouvelle, ils attendent disons, aux sanctions, ça a été un petit peu coercitif, mais juste après, on ne cherche pas l'effet immédiat. L'effet immédiat, il est simple. C'est le contrôle, c'est la sanction, et vous aurez des résultats. Mais la démarche adoptée, c'est une démarche à moyen et à long terme. C'est-à-dire comment faire agir le citoyen, l'usager de la route, à vraiment avoir cette prise de conscience du danger de la route et bien sûr respecter le code de la route. Non seulement parce que disons, les sanctions sont sévères, mais parce qu'il est tout à fait conscient de la gravité et de la dangerosité de la chose. Alors, excusez-moi de réinsister là-dessus, parce que si on raisonne de manière très pragmatique, on voit 40% suite à un événement, je vois de manière statistique très pragmatique, est-ce qu'on n'a pas pensé à un moment de réitérer l'expérience où on a vraiment raté le coche? Je vous repose la question. Est-ce qu'on n'aura plus jamais l'occasion de faire rebaisser de manière significative? C'est-à-dire que là, à un moment, il y a eu un effet psychologique qui était énorme. Est-ce qu'on l'a raté? C'est-à-dire qu'on n'a plus de crédibilité. Si demain on durcit encore le code de la route et qu'on annonce qu'il y aura encore plus de contrôle et que ça sera respecté, est-ce que vous pensez qu'il y aura la même baisse ou c'est raté? Raté, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, certes, le code de la route, ce n'est qu'un outil, c'est un soubassement juridique et c'est un tout. Le dossier de sécurité, c'est un tout. Il n'y a pas seulement le code, il y a certes tous les axes stratégiques, mais le travail à faire, c'est un travail sur le comportement, sur les attitudes et sur cette prise de conscience et ne pas banaliser le danger. Malheureusement, le citoyen marocain, l'usager, on continue à banaliser le risque. Le non-port de la ceinture de sécurité, le non-port du casque, l'excès de vitesse, les dépassements défectueux, et j'en passe. Donc notre vision et même la représentation au niveau cognitif, qu'est-ce que représente un agent verbalisateur? Qu'est-ce que représente un feu tricolore? Pour des conducteurs, ça ne suffit rien. Donc c'est un travail qui nécessite vraiment une compréhension de cette... et pour qu'on puisse avoir cette vraie prise de conscience et ne pas banaliser. Vous avez tellement raison, Hassim, en fait, de parler de cette banalisation du danger et du risque qu'on voit tous les jours. Il y a une espèce d'attitude de fatalisme par rapport à l'aléa. On le gérera quand il arrivera. Les gens qui vont faire exprès de porter un casque, qui vont mettre leur ceinture, la fermer et s'asseoir dessus et rouler juste pour que ça ne bipe pas. Vous imaginez l'état d'esprit de se dire je vais m'asseoir dessus juste pour que ça ne bipe pas. Et beaucoup de choses. Il y a aussi le respect d'autrui. Le civisme, n'en parlant même pas. Commençons à l'école, mais quand l'enfant, vous lui faites une séance de sensibilisation et qu'après il est derrière en voiture avec son papa qui lui insulte, roule comme un fou, etc., alors que c'est l'image et le modèle à suivre. Qu'est-ce que vous voulez capitaliser sur une petite séance que vous lui avez fait à l'école? Parlons des enfants. Lorsque vous parlez de sensibilisation, vous parlez des enfants. Il y a les enfants, on peut leur apprendre des choses à l'école si jamais c'est mis en place, si on les sensibilise. S'ils voient leurs parents, il faut voir ce que ça donnera après. Mais la manière avec laquelle nous traitons les enfants, c'est quelque chose d'important. Parlons du transport scolaire, très rapidement, lorsqu'on parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les transports scolaires sont aux normes? On voit des transports scolaires où les enfants sont entassés dans des véhicules, sans ceinture de sécurité. Est-ce que ça aussi, ça passe au vu et au su de tout le monde, que ce soit des autorités ou de la société civile, ou même des parents ou des directeurs d'école? Est-ce que ça fait partie aussi des choses qui sont extrêmement importantes en termes de sensibilisation? Il y a des exceptions. Vous avez bien ça, on fait un paquet d'exceptions tout à l'heure. L'aspect d'éducation routière en général, ça c'est un volet très important. Très important. Et on travaille dans le cadre des activités parascolaires, dans le cadre de l'élaboration d'un certain nombre d'outils, parce que certes, on peut faire des choses au niveau des outils ludopédagogiques pour les enfants, mais une fois l'enfant atteint 12 ans, il est laissé à l'abandon jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc,
ce laps de temps, c'est-à-dire l'âge de l'adolescence, on n'a rien comme base cognitive, comme base pédagogique. Vous avez cité le transport scolaire, mais je parle de l'éducation dédiée aux jeunes et dédiée aux enfants. Excusez-moi, j'insiste encore là-dessus. Si on délivre un message à des enfants et qu'on leur dit, voilà, il faut mettre sa ceinture de sécurité, il faut respecter, etc., et qu'en sortant de cette sensibilisation, ils montent dans un bus scolaire où il n'y a pas de ceinture de sécurité, où on le fait rentrer n'importe comment. Votre message, quelle crédibilité il a in fine? Il faut continuer le message tout le temps. Le message sera beaucoup plus performant. La sensibilisation en bas âge, renforcer cette sensibilisation à l'adolescence. Vous m'avez parlé tout à l'heure du rapport avec les parents. À l'adolescence, on a son mot à dire. Hein. On confronte les parents. Hein, c'est pas pareil. Et il faut continuer parce que si on continue cette sensibilisation, je suis sûr que ça fait à 18 ans, pour ceux qui passent leur premier à 18 ans, des usagers responsables. Et il ne faut pas baisser les bras et il faut continuer. C'est ça notre message. Alors, pour revenir à deux choses, aux victoires rapides par rapport à ce fléau, parce que une heure, on voit bien qu'on peut passer beaucoup plus de temps. On fera. C'est 60 minutes pour comprendre, pas pour régler les problèmes. Mais bien sûr. On essaye. Les victoires rapides, à mon sens, passeront d'abord par secourir des vies rapidement, c'est-à-dire changer, réfléchir la façon d'intervenir quand il s'agit d'aller sauver une vie, la manière de transporter les personnes. Je vous ai dit tout à l'heure il faut une réforme juridique. Il faudrait une réforme. Il faudrait permettre que des gens plus spécialisés, le SAMU ou des gens mieux équipés, des ambulances privées puissent venir. C'est le ministère de la Santé, ses services extérieurs, qui doivent prendre un service spécialisé qui va venir intervenir. Il y a des hélicoptères maintenant. Il y en a pas assez. Comme le fait l'assistance ailleurs. Une autre piste à suivre aussi. Tu parlais du transport scolaire. Il y a les entreprises aussi qui représentent énormément sur les routes en termes de transport de camions, de véhicules spécialisés, où l'entreprise, elle, par contre, peut faire pression sur ses chauffeurs professionnels. Il y en a beaucoup qui ont suivi l'exemple de la conduite responsable, de l'éco-conduite, du safe-driving, en mettant même, si ce véhicule ne respecte pas, alertez-nous, etc. Et donc, utiliser les entreprises j'ai déjà appelé une fois, on m'a jamais répondu. Mais peu importe, mais déjà, une entreprise qui va se mettre en place ou mettre en place une politique de conduite responsable auprès de ses usagers, c'est aussi une piste qui peut aider. Parce que ça représente beaucoup sur la route, ce sont les camions, ce sont les professionnels. Juste si vous permettez, juste pour vous dire que le volet relation avec le milieu professionnel, c'est un volet également stratégique. On travaille d'arrache-pied avec les entreprises citoyennes. Ils ont tout on a pu élaborer des plans de communication, des plans de formation extraordinaires. Et bien sûr, c'est l'avenir. Alors, le rôle de la société civile dans tout ça, parce que vous en êtes un représentant, vous n'êtes pas la seule association, vous en êtes une. Oui, tout à fait. Le rôle de la société civile, c'est de sensibiliser le plus grand nombre dans un moindre temps avec le minimum de moyens qu'on peut avoir. Et là, je profite de ce plateau pour lancer un message aux assurances, parce que elle devrait s'impliquer, elle devrait financer des associations qui sont dans ce domaine, parce que l'assurance, elle donne d'un côté pour récupérer de l'autre, pour qu'il y ait moins de paiement de sinistres de l'autre côté. Et on cherche vraiment du mécénat parce qu'on fait des actions que nous finançons nous-mêmes. Oui, bien évidemment. Voilà. Et on aimerait bien que les assurances s'impliquent davantage. Je vous promets qu'on refera un autre 60 minutes pour comprendre, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais remercier vraiment tous nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des tweets, beaucoup de tweets ce soir. Je finirai avec celui de Samy, qui nous dit: la corruption est le vrai fléau insoluble, qui est la cause du fléau insoluble des accidents de la route. C'est vrai que la corruption, c'est un autre sujet qu'on abordera bien sûr sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant 60 minutes. Merci à vous qui nous avez regardé. Excellente soirée sur Média TV. Si vous nous avez pris en route, la rediffusion. À demain.